Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour cette conférence que nous propose Hans Hart. Merci Hans d'avoir accepté de nous parler des femmes allemandes, mythes et réalités. Et merci aussi à la FAFA nationale, le bureau, Jean-Michel et Raymond en particulier, pour mettre à disposition l'enregistrement à la fois sur Zoom, sur le Facebook et sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pu nous joindre ce soir, ils pourront le faire en différé. Un petit rappel, on avait prévu en Bretagne de faire venir Hans, effectivement, et ça devait se faire avant Noël. En fait, c'était le moment du confinement. Concernés étaient Rennes, bien sûr, et Saint-Gilles, Lannion et Quiberon en particulier. Donc, ça n'a pu se faire. Donc, on est content que cette conférence puisse avoir lieu le jour de la Journée de la femme internationale, donc le 8 mars. Et voilà, donc merci à Hans. Bon, je pense que je n'ai pas trop besoin de présenter Hans, que tous connaissent plus ou moins, je pense, sociologue, ancien président de la FAFA pour l'Europe et qui nous fait bénéficier presque tous les jours, ou je dirais tous les jours, une fois ou deux fois, avec des informations toujours très intéressantes sur Workplace que je vous recommande. Les femmes allemandes. J'ai titré Tussi, Walküren et compagnie. Tussi, probablement vous ne connaissez pas. Tussi, ça fait référence à une femme un peu bébête ou simplement une femme de peu. Moi, je traduirais en moderne par nana en français, la nana. Nous verrons tout à l'heure d'où vient Tussi. Hein, die Tussi von nebenan, die Tussi vom Markt, la nana d'à côté, la nana du marché, etc. Valkyrie, vous comprenez, les Valkyries, et compagnie, parce que ces deux figures de femmes ne sont pas exhaustives de ce que sont les femmes en Allemagne. C'est ce qu'on a essayé de voir. On va d'abord essayer de voir à travers quelques clichés la représentation qu'on peut avoir des femmes allemandes ou ce que ça évoque. Et puis ensuite, nous verrons, nous essaierons de voir les racines de ces représentations, de ces symboles du rôle féminin en Allemagne. Entre-temps, nous aurons fait quelques démontages de clichés et nous terminerons par une galerie de ce que je considère être des grandes héroïnes allemandes. Voilà. Donc, premier cliché, c'est les Japonais qui nous le disent, la femme est belle, elle est française, la voiture est solide, elle est allemande. Voilà. La beauté, c'est la beauté féminine française, et puis la solidité, c'est la solidité, la qualité allemande. Et résultat, bien sûr, les Allemandes sont des femmes solides. En voilà quelques-unes des femmes solides, ce sont des Valkyries de Wagner. Hein. Donc, c'est un peu le cliché de l'allemande. D'ailleurs, il est peut-être confirmé quand on voit cette bavaroise très solide, hein, mais il faut qu'elle le soit parce qu'elle porte beaucoup de litres de bière à la main. Et puis, heureusement qu'on a quand même d'autres photos, d'autres clichés de bavaroise. Alors voilà, c'est un des clichés qu'on entend souvent en France. La femme allemande n'est pas féminine. On va avoir une preuve par l'image. Hein. Die Deutsche Frau, die femme allemande. Je pense que vous la reconnaissez, c'est Claudia Schiffer, qui est un monument de féminité. Oh, ça veut dire que tous les clichés que l'on peut faire sur l'Allemagne ne s'équivalent pas. La femme allemande, bien sûr, est également blonde et elle a des nattes. Alors, on va voir la preuve par l'image. Effectivement, Claudia Fischer est blonde et elle a des nattes. Voilà. Toutes les filles allemandes s'appellent Heidi. Hein, c'est bien connu. La voilà, par exemple, la Heidi des années 50, 10 jeunes allemandes des années 50, Heidi Brühl. Heidi Brühl est née la même année que moi, 42. C'était une adolescente, je dirais presque iconique du miracle économique allemand, peut-être de cinéma. Elle n'a pas supporté de vieillir. Elle s'est suicidée au bord du lac du Starnberg en 91. Une Heidi bien plus moderne, c'est Heidi Klums, hein, que vous connaissez, Heidi Klum, que vous connaissez probablement. Là, vous la voyez à gauche en boxeuse, mannequin. Elles sont blondes, elles ont des nattes. Miss Germany, par exemple, 2004, est-ce qu'elle était blonde et est-ce qu'elle se nommait Heidi? Elle se nommait Shermin Charivar. Elle était Miss Germany 2004 et une année après, elle est même devenue, en tant que Miss Germany, Miss Europe. Shermin Charivar en 2005. Voilà, donc ça ne correspond pas tout à fait au cliché de la femme allemande.
Mais celle qui correspond le mieux, c'est bien sûr Germania. On la voit là. Elle ressemble pas à une Valkyrie de Wagner. Elle est mince, mais c'est une combattante. Elle a les cheveux longs. Elle a un écu hein, sur lequel il y a l'aigle impérial et elle a une épée dégainée. Elle est prête au combat. C'est la Valkyrie prête au combat. Bon, une autre version de la femme allemande euh, Valkyrie, mais là, en l'occurrence, c'est une Germania républicaine, hein, c'est celle de Fight. Elle est républicaine, elle porte l'épée à la verticale, entourée de feuilles d'olivier, donc elle est un signe de justice. Elle a le drapeau républicain les trois couleurs de la tricolore républicaine allemande derrière. Une autre Germania plus nostalgique, plus romantique, plus fédérale aussi. Hein. Vous voyez tous les insignes des États allemands en dessous. Elle a l'épée carrément posée sur les genoux au-dessus d'un livre qui doit être la Bible. Et c'est une Germania totalement pacifique. Une Germania un peu, on dirait normalement une forche Valkyre. Elle est à Batum, dans le parc de cette ville de Kure. Elle s'appelle Liebe zur Heimat. Donc, c'est une Valkyrie qui est plus proche de ce que on se représente en général sous la forme d'une Valkyrie. En voilà une Valkyrie révolutionnaire. Hein. Germania doit se réveiller. On sommes en 1848 et elle doit donc mener le peuple allemand à une unité républicaine. Une autre Germania est intéressante, c'est celle qui est en duo avec Italia. Cette représentation de Overbeck, elle rappelle quelque chose que les Français oublient souvent, c'est que les Germains considéraient être les successeurs des Romains ou être ceux qui ont maintenu l'Empire romain. Donc ça évoque un peu cette unité entre la péninsule et l'Europe centrale à travers l'Italie et l'Allemagne. Enfin, une autre Germania qui est la Germania plus moderne, protectrice du Reich. Hein, elle veille au bord du Rhin pour que les méchants Français ne traversent pas la frontière. C'est le symbole d'une nouvelle unité sous la conduite prussienne contre la France. Alors, cette assimilation à Germania, aux Valkyries, cette liaison repose en fait sur un mythe qui est le mythe de la Vierge combattante. On va avoir une Valkyrie ici, Zending Valkyria à Copenhague. Hein. Zending, c'est-à-dire elle va envoyer, elle a la lance dans la main et va l'envoyer. D'autres Valkyries, ça c'est une représentation suédoise, hein, ce sont les Valkyries qui chevauchent au-dessus du champ de bataille. Alors il faut savoir qu'on les appelait des Schildjungfern, les vierges non pas à l'écu, Schild, hein, le bouclier, mais Schild veut dire en vieux germanique, c'est d'ailleurs pour ça que ça a donné son nom au bouclier, ça veut dire distinguer. Hein. C'est elle qui distinguait les héros morts au combat, les armes à la main, et les emmenait dans la grande halle, la halle qui était dans le ciel, qui était la halle des héros, ceux qui étaient élus, dit Valhalla. Valhalla. Voilà, donc là, elles ont un rôle important, presque de sorte d'ange gardien. Ici, vous avez une Valkyrie nocturne, une Valkyrie anglaise. Excusez-moi, il y a un petit problème là. J'ai des traits. Vous voyez ces traits là? C'est bizarre. Bon. Elle est peinte par Robert Hughes et elle évoque ce qu'était l'autre fonction des Valkyries, qui était ce qu'on appelait les Dys. Des Dys étaient des divinités comme les Nornes, c'était comparable aux sœurs filandières grecques. Ce sont les anges gardiens, c'est ceux qui prédisent l'avenir, c'est ceux qui protègent. Quelque part, les anges gardiens chrétiens sont les successeurs de ces Dys. Alors à ce propos, Tacite
parle des femmes germaniques et il écrit deux choses. Il dit, on a vu, dit-on, des armées chancelantes et à demi rompues que des femmes ont ramené à la charge par l'obstination de leurs prières, etc., etc. Là, il parle donc du rôle de ces femmes dans la guerre. Hein. Et il dit plus loin, il croit même, les Germains, qu'il y a dans ce sexe quelque chose de divin et de prophétique. Aussi ne dédaigne-t-il pas ses conseils, etc., etc. Il parle de l'autre rôle de la femme, à savoir celle qui voit l'avenir, et celle qui a un rôle moral, un rôle d'équilibrage de la société, on va le voir. On va voir ces éléments un peu plus tard revenir. Alors, c'est évidemment pas étonnant que les nazis aient sorti du vieux grenier germanique ces Valkyries, voilà une Hitler-Walküre. Hein. Le nom moderne, c'était die Deutschen Mädels, Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend. Elles avaient un rôle très particulier dans la représentation de la jeunesse allemande. Ces jeunes filles étaient aux côtés des combattants, on appelait les Jungmädel aussi, hein, et notamment, elles encourageaient les soldats à leur départ pour qu'ils aillent combattre. Rappelez-vous le texte de Tacite, hein, les armées chancelantes qui sont remises sur pied par les femmes. Voilà, elles donnent du courage aux hommes avant qu'ils partent à la guerre. Et cette photo a été prise 5 ans avant la guerre, en 1934. Elle en dit long sur les projets des nazis. Là, c'est l'autre fonction donc des jeunes Valkyries nazis, hein, c'est protéger, guérir, soigner les soldats. Donc, elles vont sur le champ de bataille, cherchent les soldats et les soignent. Voilà, nous avons une vision très nazie, bien nazie, du rôle de la femme aux côtés de l'homme. Donc, si on se résume, les jeunes Allemandes sont blondes, ont des nattes, soignent les soldats et s'appellent bien sûr toujours Heidi. Alors là, il faut que j'introduise une note personnelle, mon expérience tragique de jeune homme rentrant en 6e au lycée français. Vous me voyez là-haut, en haut à droite, hein, à l'époque, j'étais encore acceptable. Et dans ma classe de 6e, il y avait là, à gauche, en bas, Heidi Haas. Elle est d'ailleurs parmi ceux qui écoutent ce soir, il ne faut pas que je dise des bêtises. Hein. Donc, vous comprenez que quand j'étais seul Allemand, quelque part, paumé en Seine-et-Marne, eh bien, j'ai trouvé une Heidi alsacienne. Elle était alsacienne, ok, mais enfin, bon, pour moi, elle était allemande. Et donc, quelque part, cette conjonction fait que pour moi, toutes les Allemandes s'appellent Heidi, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que les vierges combattantes, c'est vraiment quelque chose de germanique? Pas forcément. On va voir qu'il y a des cultes de l'héroïne nationale qui sont en fait des femmes qui ont combattu. Ici, nous avons par exemple Sainte-Geneviève. Bon, c'est pas tout à fait une vraie française. C'est pas une gauloise. Hein, c'est la fille d'un haut officier franc de l'armée auxiliaire romaine à Paris. Mais bon, c'est une sainte combattante. La vraie héroïne française, bien sûr, c'est Sainte-Jeanne, une vierge combattante. Mais on oublie souvent de citer Jeanne Hachette, qui a défendu Beauvais. Mais ce n'est pas seulement français. Hein. Émilie Plater, c'est la grande héroïne polonaise du XIXe siècle. Vous la voyez, elle a sorti son sabre. Ce n'est pas seulement européen. Vous avez ici la Jeanne d'Arc coréenne, Hugh Van Son, qui a mené les paysans au combat contre les Japonais. Alors, les Japonais l'ont fait prisonnier, l'ont coupé en 3 morceaux. C'est une triste histoire. Elle avait à peine 16 ans. On est à nouveau en Europe, en Sicile. Michelina de Cesare, elle s'est battue aux côtés des Bourbons contre les méchants garibaldiens. Et puis 2 Grecs, l'une aristocrate et l'autre d'origine populaire, qui ont mené des hommes à la bataille contre les Turcs pour la libération de la Grèce. Enfin, Yanitza, la Jeanne d'Arc albanaise, en 1912, elle commandait les troupes albanaises dans la guerre des Balkans. Voilà, des héroïnes, on en a un peu partout dans le monde, mais soudain on se pose la question, est-ce qu'il y a des héroïnes nationales allemandes comme ça? Eh bien, oui, on pourrait dire que la tüchtige Frau, la femme
qui est compétente, efficace, dure à la tâche. C'est une héroïne allemande et on la résume en général par les 3 K, hein, les fameux 3 K, Kinder, Küche, Kirche. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper des enfants, d'être à la cuisine et de fréquenter l'église. Elle a un autre rôle encore, c'est d'être à ses côtés. Elle est à côté, c'est la femme à côté de l'homme. Hein. Là, vous voyez des choses que vous ne pourriez jamais voir en France. Le monsieur est le ministre des Transports et de la Communication en Allemagne, un personnage un peu controversé parce qu'il a fait quelques bêtises, mais il est très sympathique. C'est un Bavarois, il me semble. Hein. En tout cas, il est déguisé en Bavarois. À ses côtés, sa femme. C'est pas une nunuche, ce n'est pas une Tussi. Elle travaille, je crois, dans les relations publiques. C'est une femme forte, hein, mais là, elle est représentée en femme à ses côtés, dans une espèce de traditionnalisme de bonne loi. Comme disent, je ne vois pas un politicien français avoir ce côté déguisé et se montrer ainsi avec sa femme. Donc, le premier des 3 K, Kinder, voilà encore une image de l'époque nationale-socialiste. C'est la femme allemande. Elle fait des guerriers. Hein, elle fait des familles nombreuses, elle fait des guerriers. Elle a un rôle donc de reproduction de la masse guerrière. Le deuxième cas, c'est le cas de la Küche, de la cuisine. Vous voyez ici la cuisinière super heureuse devant son fourneau. Elle a vraiment l'air très heureuse. Et le troisième cas, eh bien, c'est cette présence à l'église, hein, où elle va prier probablement pour les hommes qui se battent. Alors la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est ça. Le taux d'activité féminine, la femme allemande n'est pas au foyer. Elle est bien sûr au foyer de temps à autre, comme les hommes, mais elle est quand même à 75,2%, Eurostat 2017, au travail. En 2012, elles étaient un peu moins nombreuses, mais elles n'étaient que 66%. Mais si vous comparez avec la France, en 2012, les Françaises étaient 60% à être au travail et actuellement 67,2%. C'est pas très éloigné de l'Allemagne, mais l'image des Françaises qui travaillent toutes et les Allemandes qui restent à la maison, elle ne correspond absolument pas à la réalité. Alors, les vraies différences, par contre, c'est le travail à temps partiel. Les Allemandes travaillent à 45% à temps partiel versus les Françaises à 30%, mais quand même 30%. Et si on regarde le taux d'emploi pour travail à plein temps, là, la différence est encore plus nette. Les Françaises travaillent beaucoup plus à plein temps que les Allemandes. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est lié au fait que les enfants retournent à la maison entre 13 et 14 heures, puisque l'école s'arrête plus tôt qu'en France. Si on regarde encore par les tranches d'âge des enfants de moins de 15 ans, là, on voit vraiment la différence. Les Allemandes sont 2 fois plus nombreuses à travailler à temps partiel que les Françaises. Quand on regarde au-delà de 55-50, dans la dernière tranche des femmes actives, là, on voit que les enfants n'étant plus là, à nouveau, les femmes allemandes travaillent beaucoup plus que les femmes françaises. Ensuite, il y a aussi le taux de chômage qui est plus bas des femmes, hein, qui est plus bas en Allemagne. Alors, on sait que le taux de fécondité en Allemagne est catastrophique, que faire les Kinder, c'est out. On ne fait plus de guerriers. D'ailleurs, les Allemands ne sont plus des guerriers, quoique, mais enfin, ils ne veulent jamais participer au combat. Hein. Et on se demande pourquoi les Allemandes font si peu d'enfants. Alors que là, on dit que leur place est auprès des enfants, mais ils en font si peu. Pourquoi? On a toujours dit, en France, il y a des crèches, et en Allemagne, il n'y a pas de crèches. Bon, quand on regarde dans la réalité, on s'aperçoit qu'en France, il n'y a qu'un enfant sur 10 qui a une place en crèche. Et la question, on peut se demander combien de places en crèche il existe en Allemagne. Alors, il y a 20 ans, elles étaient, je crois, environ 3 ou 4%. Le chiffre actuel, c'est celui-là, selon les Länder. Vous voyez que la plupart des Länder d'Allemagne de l'Est dépassent les 50% d'enfants en crèche. La partie rouge sur la droite, c'est ceux qui n'ont pas trouvé de crèche. Hein. Donc, la demande est à peu près satisfaite en Thuringe, Saxe, Brandebourg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, mais ça baisse ensuite progressivement jusqu'à la Rhénanie-Westphalie, 26% seulement des enfants sont en crèche, il en manque 15%. 26%, c'est quand même 2 fois et demi de plus qu'en France.
Alors, si on regarde les chiffres de prise en charge des moins de 3 ans en pourcentage dans les familles allemandes, on n'a pas la ventilation des différentes formes de prise en charge en Allemagne. On l'a en France. On sait que les structures de garde collective, donc les crèches, c'est 10%. Les assistantes maternelles, c'est presque 20%. Diverses gardes autres, 9%. En fait, en tout, il y a 63% des enfants qui sont gardés en famille et qui ne sont pas donnés à l'extérieur. En Allemagne, bien sûr, cette partie-là est beaucoup plus importante, c'est 72%, mais entre 63 et 72%, il n'y a que 9% de différence. Ce n'est pas l'image habituelle que l'on a. Alors, on a dit que les femmes allemandes ne font pas d'enfants parce qu'il n'y a pas assez d'aide aux familles. Là, je vous ai fait un tableau comparatif des aides aux familles. C'était en 17, il y a 4 ans, bientôt 4 ans. Ce que reçoit une famille, les chiffres ont peut-être un peu changé, ce que reçoit une famille en France, au premier enfant, c'est 0. En Allemagne, c'est 184 euros. Quand on est une famille de 5 enfants, on reçoit en France 626 euros d'allocation familiale. En Allemagne, près de 1000 euros. Voilà. Donc, on ne peut pas incriminer le manque d'argent donné aux familles allemandes pour expliquer pourquoi ils font si peu d'enfants et qu'il ne faut plus de guerriers. Intéressant à regarder, c'est aussi les indicateurs de fécondité dans le temps. Vous voyez que les sociétés industrielles évoluées ont eu une montée de la fécondité à un plafond, un pic qui est autour d'il y a 10 ans, autour des années 2010. Et puis depuis, il y a une chute. C'est vrai aussi pour les pays à faible fécondité comme l'Italie et l'Espagne, qui ont une chute. Mais regardez le chiffre allemand. La courbe allemande est l'inverse de tous les autres pays. Au lieu de monter dans les années, encore dans les débuts des années 2000, ça continue à descendre et soudain, ça remonte vers les 2010. Ça, c'est un phénomène étrange, mais qui est peut-être lié à précisément l'introduction des crèches de manière massive ces 10 dernières années. La femme à la maison s'occupant des enfants, est-elle heureuse? En France, on considère qu'elle est malheureuse parce qu'elle est confinée à la maison et ne peut pas faire une belle carrière. Dans les pays où les femmes sont censées rester à la maison et n'y sont pas forcément, il y a peut-être un bonheur qui n'a rien à voir avec le travail, le bonheur maternel, le bonheur d'avoir des enfants. Regardez, la Norvège est en tête, la France est en 23e place du bonheur maternel. C'est un sondage qui est fait tous les 2 ans, je crois. L'Allemagne occupe une honnête place de 8e. C'est quand même étrange dans un pays où on fait peu d'enfants que le bonheur maternel soit quand même si... Ou alors ce n'est pas étrange, ou alors c'est logique. Mais c'est quand même une bonne mesure de ce que représente le fait d'être mère dans ces pays par rapport à la France, où on a l'impression quand même que les Français ne sont pas très contents des conditions dans lesquelles ils élèvent les enfants. Voilà les 10 meilleurs pays pour être maman, vous les avez en vert, et les 10 derniers du classement, vous avez en rouge, comme par hasard, ils sont au milieu de l'Afrique, dans des endroits extrêmement pauvres, ce qui est logique. Et la France est un peu quelque part dans le peloton de tête, mais en queue du peloton de tête. Alors, il y a une parole de Pestalozzi, je ne sais pas si vous connaissez Pestalozzi. Pestalozzi était un éducateur suisse fin du XVIIIe siècle. Il fait partie des Lumières européennes. Hein. Il est un pédagogue et il a écrit une phrase qui résume sa conception de la pédagogie et de l'enfant. Si l'être humain doit devenir ce qu'il doit devenir, il doit être et faire en tant qu'enfant ce qui le rend heureux en tant qu'enfant. Et cette phrase est peut-être l'une des explications centrales de l'attitude des pays germaniques protestants vis-à-vis de l'enfance et vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis du rôle de la mère. L'enfant n'est pas un petit adulte qu'il faut polir, comme le serait le petit enfant des écoles d'élite françaises ou espagnoles. C'est un enfant qui doit être libre, qui doit pleinement vivre sa vie d'enfance. S'il n'a pas son développement plein d'enfants, il ne sera pas un bon adulte.
Donc, l'impératif des Germaniques, mais ça vaut aussi pour les Américains, c'est absolument que l'enfant soit heureux et vive pleinement son enfance. Cette idée de vie pleine pour l'enfant suppose bien sûr que l'enfant ne soit pas à l'école, même s'il y ait une certaine partie, mais il doit avoir sa vie d'enfant, donc hors de l'école, et pour pouvoir avoir une vie hors de l'école, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour le recevoir et s'occuper de lui. C'est cette idée qui est probablement centrale dans les sociétés germaniques, c'est le bon développement des enfants. Donc, cette idée du bonheur de l'enfant, c'est peut-être autour de ça que tourne aussi l'idée du rôle de la femme. Alors, si on veut analyser ça, on va essayer de remonter plus loin dans la société germanique pour comprendre l'origine, les racines de cette conception de l'enfance et du rôle de la femme. On va aller au modèle primitif germanique. Vous savez que les sociétés germaniques et scandinaves sont des sociétés auxquelles on n'a jamais imposé un autre modèle de société que le leur. La France a été progressivement un réceptacle de différentes aristocraties successives. D'abord, les Celtes ont dominé la France, ont imposé leur modèle, puis les Romains, puis les Francs, et on a créé une espèce d'état idéal dans lequel on a imposé, je dirais, des structures étatiques qui prennent complètement en charge les individus. Ça ne s'est pas produit dans ces pays qui n'ont jamais été envahis, que sont l'Europe centrale, de l'Ouest et la Scandinavie, et qui se reproduisent, qui sont aussi le modèle des Américains, parce que vous savez que les Américains sont essentiellement des Scandinaves et des Allemands, avant d'être des Anglais qui en font. C'est 40% d'Allemands qui sont à la source de la population américaine d'origine européenne. Donc, cette société primitive qui n'a jamais été modifiée par un envahisseur, par une autre civilisation, cette société primitive, elle existe encore probablement quelque part. C'était une société qui était à l'origine dominée par des pasteurs. Alors, c'est un jeu de mots avec les protestants, bien sûr, qui ont des pasteurs, mais c'est des pasteurs ici, il s'agit des éleveurs. Et j'ai pris le parti de montrer des images de cow-boys, de western, parce qu'on retrouve un peu la même chose. Ces sociétés de pasteurs sont des aristocrates, sont des gros éleveurs, les aristocrates, les soldats, les commerçants, qui dominent une société de petits paysans, souvent montagnards. L'Allemagne est un pays de montagne aux 2/3, hein, ou alors qui vivent dans les zones marécageuses d'Allemagne du Nord, une région ou des régions dans lesquelles n'a jamais pu se développer l'économie domaniale que l'on connaît en France, qu'on connaît en Italie, qu'on connaît en Espagne. Il n'y a pas eu de gros cultivateurs. L'aristocratie française est sédentaire dans ces domaines. L'aristocratie germanique, elle est mobile. Elle est essentiellement le fait d'éleveurs. Ça, c'est la souche. Cette souche-là, cette société primitive, quelque part, a perduré dans les sociétés germaniques, bien sûr très modifié, mais la structure, le modèle est quelque part toujours présent parce que ces sociétés n'ont jamais été mises en cause. Ça veut dire que dans ces régions, et vous le voyez à l'œil nu quand vous traversez le Rhin, vous avez beaucoup plus souvent de l'habitat dispersé, des fermes qui sont seules au milieu de leurs champs, et le village, et plus vous montez au nord de l'Allemagne et vous allez en Scandinavie, vous le verrez nettement, le village n'est plus que l'endroit où il y a les services communs. Bien sûr, l'église, les banques, les écoles. En Suède, c'est caricatural. Hein. Parfois, le village, c'est une vingtaine de maisons, alors que l'ensemble des habitants de la commune s'étendent sur 15 kilomètres. Bon, c'est la même image que vous avez dans le Far West. Hein. La ville, c'est une rue avec quelques services, le shérif, l'église, le saloon, et puis tous les autres, ils habitent à l'extérieur. Alors, ils viennent toujours à cheval en ville pour aller boire un verre. Voilà. Donc, vous avez une séparation très nette entre les fermes et les villages, et dans ce contexte-là, vous avez un
une notion de famille qui repose essentiellement sur le travail commun de la femme et de l'homme qui sont à la ferme et qui vont peut-être le dimanche au village, mais qui sont un couple de travailleurs totalement complémentaires. Vous n'avez, dans ce modèle, vous n'avez pas la notion de famille étendue comme on l'a dans le sud de l'Europe. La famille, c'est avant tout ce couple avec ses enfants. Et dans ce couple, dans sa ferme isolée, plus ou moins isolée, la femme est une travailleuse absolument nécessaire. Elle ne peut pas être assise au gynécée dans le harem à manger des loukoums. Hein, il faut qu'elle bosse. C'est une travailleuse, une vraie travailleuse. D'où vous avez la tüchtige Frau, dont on parlait tout à l'heure, cette femme qui travaille beaucoup. Hein. Elle est d'abord une productrice. Alors pourquoi dans ces économies-là, dans ces sociétés, elle était une productrice? Parce qu'il faut savoir que ce n'étaient pas les sociétés qui produisaient des surplus alimentaires suffisants pour faire du commerce avec, d'où l'absence de développement du modèle domanial. Hein. Parce que le domaine domanial méditerranéen, gaulois, repose sur le commerce des aliments produits en surplus. Dans ces sociétés, si on produit quelque chose, on produit tout juste de quoi vivre et survivre pendant l'hiver. Or, pour survivre pendant l'hiver, dans les hivers rudes, il faut transformer le produit agraire en ressources alimentaires d'hiver, donc faire la conservation des conserves. À l'époque, on ne faisait pas des conserves, on salait, on fumait, etc. Donc, il y a un travail féminin dans cette ferme qui est un travail industriel de production d'aliments pour les garder pour l'hiver. Donc, cette présence à la cuisine, c'est le symbole de ce travail typiquement féminin dans la division du travail dans ces fermes du modèle continental antique et qui a perduré sous cette forme-là pratiquement jusqu'au 19e siècle. Donc, l'épouse ne peut être qu'un partenaire fort. Elle ne peut pas être quelqu'un qui n'a de rôle que symbolique ou représentatif. Elle est un partenaire fort, elle travaille avec l'homme, elle travaille pour la communauté et par-dessus le marché, elle participe au combat. Souvenez-vous de ce que disait Tacite. Hein. La femme participe au combat parce que dans une ferme isolée, eh bien, il faudrait deux à tirer. Hein. La défense de la ferme fait aussi partie de l'ensemble des gens qui habitent dans la ferme et surtout de l'homme et de la femme. Ce modèle primitif, c'est aussi quelque chose qui change complètement la nature des mariages, la manière dont ils sont organisés. Dans le modèle méditerranéen, ce sont les familles qui traditionnellement orientent le choix du partenaire, parce qu'il s'agit de mettre ensemble des terres, de ne pas disperser les domaines. Dans le modèle germanique, nordique de ces paysans isolés, on retrouve ce que les anthropologues appellent le modèle esquimau, qui est le fait de trouver son partenaire, entre guillemets, par hasard. Hein. Il n'est pas prédestiné, on le trouve dans l'évolution de sa vie. C'est exactement ce que nous avons dans notre société moderne, dans les milieux prolétariens, dans les milieux des gens qui ne sont que des employés, qui ne sont pas des possédants. Nous nous rencontrons par hasard, ici ou là, nous formons des couples qui ne sont plus des couples prédestinés par nos familles. Mais dans les modèles anciens, encore dans la France du XVIIe, XVIIIe, encore maintenant aujourd'hui dans les pays ruraux de Turquie ou d'Afrique du Nord, eh bien, il y a une quasi-prédestination de la femme que l'on va épouser. Hein. Bon, l'évolution en France s'est faite à partir du XVIIe et c'est bien Molière qui nous parle de cette problématique entre le mariage organisé et le mariage d'amour. Dans ce modèle où il faut absolument trouver la bonne partenaire et choisir parmi toutes les femmes que l'on rencontre celle qui sera la partenaire, eh bien, l'amour va jouer un rôle absolument essentiel et va aller jusqu'à une mythification du couple. Le couple, c'est un parfait partenariat qui va pratiquement jusqu'à la gémilité. Hein. Les deux se ressemblent. Et dans ce couple, la femme est féminine, mais quelque part, bien sûr, compte tenu de ses charges de travail, elle a un côté masculin. Alors, c'est
il faut savoir, j'ai travaillé pendant quelques années avec la Fédération du prêt-à-porter français et le président, M. Strauss, me disait à l'époque, écoutez, on a quand même une différence étonnante dans la manière de faire les collections entre le sud et le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, le bas de la femme et le haut de la femme, c'est la même taille. Dans le sud de l'Europe, quand on vend les mêmes collections dans le sud de l'Europe, pour le bas, il faut prendre une taille supérieure. Donc, il y a une conformation physiologique qui s'est maintenue à travers ce rôle de travail des femmes par rapport aux femmes du Sud. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici correspond aussi à une empreinte dans la physiologie des femmes. Les femmes du nord de l'Europe ont un bassin légèrement plus étroit que les femmes du Sud et elles ont une proportion d'épaules en général légèrement plus large que les femmes du Sud. C'est comme si on retrouvait cette femme féminine et à la fois masculine, on la retrouvait dans la réalité physiologique. Euh, c'est un, c'est une observation qu'on peut faire à l'œil nu, mais elle est confirmée donc par des industriels du vêtement dans la manière d'appareiller les pointures. Alors, dans ce contexte-là, la femme, elle joue un rôle moral aussi, qui est de diminuer l'agressivité des hommes. La femme joue un rôle, je dirais, de créatrice ou de gardienne du consensus. On retrouve là ce que Tacite dit sur l'image que les Germains ont de leurs femmes, à savoir qu'elles ont un rôle divinatoire et quasiment divin. Dans les sociétés fédérales, et l'Allemagne est une société fédérale, bien sûr, le consensus est important, et ce sont les femmes qui permettent souvent de fabriquer ce consensus. Alors là, on a bien sûr un personnage, je dirais, emblématique de la politique actuelle, mais le vrai personnage emblématique du rôle moral de cette femme dans la société, c'est elle. Si j'arrive à la montrer, voilà. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est marqué en haut, Katharina Lotta. C'est la femme aux côtés, la femme aux côtés de Lotta, et Lotta n'aurait été rien, aurait été un pauvre enseignant démuni s'il n'avait pas eu sa femme. Catherine, c'est une femme qui a l'esprit d'entreprise et pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils aient beaucoup d'étudiants et pour avoir beaucoup d'étudiants, il faut les nourrir. Et donc Catherine va créer un maraîchage qui va permettre à l'entreprise pédagogique Luther de fonctionner comme une entreprise, une véritable entreprise. Donc c'est un modèle de travail, tout à l'heure on parlait de travail de production, c'est ce que fait Catherine, et c'est l'épine dorsale morale de Lotta. Elle est un peu iconique, symbolique pour ce rôle de la femme tel qu'était conçu dans les sociétés germaniques. Et je reviens à l'image et à ce que disait Pestalozzi sur l'importance de rendre l'enfant heureux en tant qu'enfant. C'est la femme qui va éduquer le futur citoyen. Et là, nous sommes au cœur du cas Kinder, des enfants. La femme est la garantie de la qualité du citoyen futur. Nous sommes aux antipodes de ce qu'on pense souvent en France, où on pense que c'est l'école républicaine qui fait le futur citoyen. Cette confiance en l'école, les germaniques l'ont moins, ils ont plus confiance en la mère. Et fait partie de ce modèle de la femme idéale à ses côtés. Et j'ai repris à dessin les images du film Le train sifflera 3 fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous d'acheter le DVD et de le regarder. High Noon, Le train sifflera 3 fois. La femme que le shérif va épouser est une Quaker qui refuse le port des armes. Et elle exige pour se marier avec lui qu'il abandonne son métier de shérif. Or, arrivent dans le village où ils habitent, arrivent 3 bandits qui sortent de prison et qui veulent régler leur compte avec le shérif. Il est obligé de se battre. Et donc, elle va l'abandonner. Je ne vous dévoile pas la fin, parce que la fin est bien sûr bonne, mais c'est exactement l'illustration de ce rôle de la femme, le rôle moral de la femme contre la violence des hommes. Et au fond, le rôle de cette femme, c'est aussi de compenser la bêtise masculine.
En allemand, on dirait Sie bügelt aus, was die Männer dumm anstellen. Voilà, j'ai essayé de faire le tour des clichés, mais aussi des raisons de ces clichés, et peut-être aussi du fait que ces clichés correspondent à une réalité intrinsèque à la société allemande et ses structures de convivialité. C'est un survol, c'est un peu caricatural, c'est fait exprès. La caricature permet souvent de trouver les vraies voies de causalité. Pour conclure, je voudrais vous présenter quelques-unes de mes héroïnes à moi, qui sont les illustrations, je dirais, de ces caractères féminins forts d'Allemagne, à commencer bien sûr par Tusnelda. Alors Tussi, celle qui a donné le nom à Tussi, alors c'est un anti-modèle, hein. Ne pensez pas que c'est une héroïne allemande, c'est la femme d'Arminius que Germanicus, quelques années après, a raflé en Allemagne quand il a réussi enfin à vaincre les Germains. Il l'a amenée à Rome, où elle a été sacrifiée. C'était l'illustration d'une femme qui n'avait pas de bon sens politique et qui préférait les robes et les bijoux à son rôle de femme germanique. Donc, c'est l'anti-modèle. Mais le vrai modèle, bien sûr, des Germains, c'était Velleda, qui illustre parfaitement ce rôle divinatoire, de rôle de protection. C'est la force morale des Germains. Quand ils ont réussi à ensuite battre les Romains, ben, c'est grâce à Velleda, à sa prophétie et à sa capacité de motiver les hommes au combat. Autre grande Allemande qui avait l'oreille de Barberousse, qui a été une très très grande théologue du Moyen Âge, qui a été aussi une musicienne, qui était un génie universel, hein. Hildegard von Bingen, elle est encore aujourd'hui dans toutes les bonnes bibliothèques des dames qui jardinent de manière, je dirais, savante, puisque son livre sur les plantes de jardin sont réédités régulièrement et restent un hit de librairie. Donc c'est un héritage du Moyen Âge. Autre femme du Moyen Âge qui est une femme iconique du rôle des femmes, Loretta von Sponheim. Elle va être privée de son héritage et pour maintenir son héritage, pour avoir l'intervention de l'empereur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève simplement le frère de l'empereur et l'enferme dans ce château jusqu'à obtenir ses droits. Donc c'est une combattante. Autre grande figure féminine du passé, Maria Sibylla Merian, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est fille de Matthias Merian, celui qui a créé les fameux skylines des villes d'empire du XVIe siècle. Hein. Merian, aujourd'hui, c'est encore de grandes éditions. Voilà, le genre de peinture qu'elle faisait. Elle s'occupait donc de peindre des plantes, mais ce n'était qu'une occupation entre autres. Elle est surtout entomologiste et on peut dire que c'est une des créatrices de l'entomologie moderne. Une grande héroïne allemande, c'est bien sûr Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui a été une très grande impératrice des Lumières, qui a été la mère de Marie-Antoinette. Autre lumière allemande à Moscou, cette fois-ci, la tsarine Katharina, la Grande, c'est une duchesse de Schleswig-Holstein-Gottorp, donc une Allemande sur le trône soviétique, russe. Une Allemande, donc la fille de Marie-Thérèse, qui a donné un peu un style germanique un peu cool à Versailles, comme elle n'aimait pas l'étiquette de la cour française, elle s'est finalement réfugiée dans un jardin où elle a donné quelques directives sur l'agriculture moderne, sur la façon d'élever les moutons aussi, et elle s'est consolée avec son suédois, le beau Fersen. Figure emblématique de la résistance allemande contre Napoléon, la reine Louise, qui est morte très jeune, donc elle est éternellement belle. C'est un peu la mascotte des grands républicains allemands du début du XIXe siècle, la reine Louise de Prusse.
Un modèle de clairvoyance politique, c'est cette grande intellectuelle de la première moitié du 19e siècle, Rahel Varnhagen von Ense. Elle tenait salon à Berlin qu'ont fréquenté toutes les grandes figures intellectuelles de la première moitié du 19e siècle allemand. Autre héroïne, Bettina von Arnim, née Brentano, c'est la sœur du poète Brentano, hein, et elle a créé des œuvres sociales, elle a écrit une description de la misère à Berlin, elle a remis ce livre au roi de Prusse, c'était son cadeau au roi de Prusse pour qu'il s'occupe enfin de la question sociale, donc on peut dire que c'est le premier reportage social dont elle est l'autrice. Autre figure emblématique qui a été dans les années 70 du XXe siècle, une figure de proue du féminisme allemand, Caroline Friederike Louise Maximiliane von Günderrode. C'est elle qui a dit en plein milieu du XIXe siècle qu'elle n'avait rien à faire des vertus féminines. On l'a surnommée Sappho romantique, c'est une grande poétesse, comme à l'image de Sappho de la Grèce antique. Autre grande poétesse, mais aussi une compositrice oubliée, Annette von Droste-Hülshoff. Elle est connue aujourd'hui pour ses poésies, une des plus grandes poétesses allemandes, mais elle a été aussi une grande compositrice, et hélas, elle est tombée dans l'oubli, peut-être parce qu'elle était femme. Probablement. Enfant prodige, pareil, dans l'ombre de Schumann, la sœur de Schumann. Clara Schumann était une grande pianiste, elle a composé également, et elle était totalement mise dans l'ombre de son frère, ce qui était une profonde injustice. Dans un domaine complètement différent, mais c'est une géniale inventeuse. Allô? Quelqu'un a parlé? Non. Une géniale inventeuse, c'est Margaret Steiff. Vous voyez ce qu'elle a inventé. Elle a inventé l'ours en peluche, le teddy bear. Elle a offert au président américain un ours en peluche, à Theodore Roosevelt, non? Oui. Et d'où le surnom de l'ours en peluche de Margaret Steiff, de Teddy. Steiff est encore aujourd'hui une grande entreprise allemande qui fait des jouets, enfin des animaux en peluche de très grande qualité. Pionnière de l'automobile et inventrice aussi, mais surtout qui a apporté l'argent à Karl Benz pour qu'il développe ses voitures et qui a fait des essais d'automobile. Les premières Benz, c'est elle qui les a conduits, qui a fait des essais de ces voitures. La femme qu'on honore aujourd'hui, Clara Zetkin, née Eisner, c'est elle qui a eu l'idée de la journée mondiale des femmes, donc c'est à elle qu'on le doit. Bon, elle était membre fondatrice du mouvement spartakiste, elle a fait la révolution en Allemagne, c'est une grande figure aussi de la politique allemande et de l'histoire allemande. Alors, dans un domaine tout à fait différent, Henry Lou Andreas Salomé, on l'appelait Henry Lou, c'était la muse d'un certain nombre de grands personnages de la littérature de l'Allemagne de la fin du 19e siècle, début 20e, dont Nietzsche. On lui prêtait une vie, de nombreuses vies amoureuses. En réalité, il semblerait qu'elle n'ait été que la maîtresse, et on n'en est pas sûr, de Rilke. Dans un domaine complètement différent, une femme d'action, Käthe Paulus, elle a inventé le parachute, elle a fabriqué le parachute à plier, pardon, et elle a fabriqué elle-même 7000 parachutes pour l'armée allemande pendant la guerre de 14-18, et elle a fait donc des sauts en parachute pour prouver la qualité de son produit. Donc Käthe Paulus, une parachutiste émérite. À l'avant-garde de l'impressionnisme, une grande Allemande dans l'univers des années 20, l'univers artistique des années 20, Else Lasker-Schüler, voilà le style de ces dessins qui a eu de nombreux élèves, de nombreux disciples. Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas citer Rosa Luxemburg, qui est pas seulement une combattante, mais aussi une théoricienne du socialisme allemand. Dans un domaine là tout à fait différent, la géniale mère du café-filtre, Melita Benz, elle invente cette petite tute, comment on dit tute, cette petite outil en papier qui permet de faire du bon café-filtre, et elle a créé l'entreprise Melita, qui est aujourd'hui une entreprise mondiale.
peu connue, mais une des femmes les plus admirées par Einstein, qui pensait qui était à ses yeux une des plus grandes mathématiciennes allemandes. Elle a surtout été la fondatrice de ce qu'on appelle la théorie moderne de la physique. The Flying Fräulein, Theodora di Thea Rasch, c'est une aviatrice des années 20 qui a été extrêmement célèbre aux États-Unis. On a fait énormément de cascades aussi. Pareil, une des premières pilotes de course qui a gagné 17 courses internationales. Claire Stene, mariée à un Suédois, Zola Ström, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs décédée en Suède. C'était une héroïne d'automobile allemande des années 20. Incontournable Marlène Dietrich, qui n'était plus allemande à partir de 1942, puisqu'elle a renié la nationalité allemande pour devenir américaine, et elle a fait son travail de résistance au nazisme sous forme d'émissions de radio dans les émissions qui étaient envoyées, qui étaient faites pour être écoutées en Allemagne par des gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime nazi. Il y en avait quand même quelques-uns qui écoutaient Radio Londres et d'autres radios. Autre Allemande qui ne l'a plus été parce qu'elle a également immigré aux États-Unis, Hannah Arendt, qui a dit un jour ma patrie n'est plus l'Allemagne, mais ma patrie est la langue allemande. Hannah Arendt est peut-être l'une des politologues ou l'une des philosophes politiques les plus importantes de la deuxième moitié du XXe siècle. L'honneur sauvé l'Allemagne, Sophie Scholl, hélas morte très jeune. Une Allemande très connue en France, Pina Bausch. Une Allemande de nos jours, je l'appelle Capitaine Courage, on l'a appelée Capitaine Courage. C'est une scientifique, mais c'est aussi une femme d'action. Et c'est elle qui a fait beaucoup de sauvetages en mer Méditerranée de réfugiés qui se noyaient dans leur bateau en caoutchouc gonflé. Et puis la meilleure de toutes, peut-être en ce moment, qui est encore là, Dr. Angela Merkel, mais qui va partir bientôt, qui est également une scientifique, une physicienne de haut niveau, et qui est une femme de consensus. Alors j'ai rajouté celle-ci parce qu'on oublie toujours la famille qui est sur le trône, les Windsor en fait, sont les Saxe-Cobourg. C'est une immigrée, un peu comme Marlène Dietrich, mais elle est en Angleterre. C'est une Allemande immigrée, mais on sait que la famille royale d'Angleterre a eu pas mal d'accointances, y compris sous le régime nazi, avec l'Allemagne. Je ne voudrais pas arrêter ici mon exposé sans rendre hommage à tous ces commissaires de police allemandes. Je pense qu'on a un nombre de feuilletons, des crimis policiers absolument extravagants en Allemagne, et je pense que les 3/4 des commissaires sont des femmes. Et là, elles ne sont pas toutes représentées. Donc, quand nous aurons terminé cette soirée, j'irai regarder sur ARD un crimi. Il y aura certainement une commissaire femme. Donc, je leur rends hommage parce qu'elles sont des figures emblématiques de la télévision allemande. Voilà, je vous remercie pour votre attention avec cette image des relayeuses 4x100 mètres de Rio en juin 2016 qui ont gagné. Voilà. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on peut ouvrir la discussion. Merci Hans pour cette démonstration de la diversité de ces femmes allemandes. Je pense que c'est comme d'habitude, tu nous en mets plein la vue et tu nous rappelles des choses essentielles. Elles illustrent un peu ce rôle attribué aux femmes, qui est un rôle moral, social important. Qui est, je dirais, très différente du rôle de la femme méditerranéenne, ça ne veut pas dire que les femmes allemandes n'aient pas été maltraitées par les mecs. Le machisme allemand est aussi féroce que celui des Italiens. Mais la forme est tout à fait différente. Il y a quand même une forme de partenariat, de respect. C'est peut-être
si on essaye de l'analyser, c'est peut-être une autre forme d'exploitation aussi que de caresser en permanence la tête blonde des dames et de les honorer. C'est une manière de les motiver. Mais il n'empêche quand même que ça laisse des traces plus importantes dans la société. Je te dirais d'ailleurs que ta galerie n'est pas tout à fait complète, mais on ne peut pas être Non. exhaustive avec tant de personnalités exemplaires. Oui, mais tu penses à qui? Oh, je pense à la musique, par exemple, Fanny Ah oui, Mendelssohn, je pense à des peintres célèbres de l'expressionnisme. absolument, oui. J'en Voilà. ai cité qu'une, hein. Oui, etc. Je trouve aussi pour la politique, Alice Schwartz a été très importante parce Oui. qu'elle fait beaucoup pour la libération de la femme, pour l'égalité des salaires et elle s'est toujours engagée dans la lutte pour les lois des femmes. Absolument. On a actuellement pas mal de présidentes des Länder, de ministres-présidentes, hein, qui sont en Palatinat, dans le nord de l'Allemagne. On a quelques femmes exemplaires aussi qui sont aux commandes. Et bien sûr, il faudrait les citer toutes, mais là, on en aurait jusqu'à demain matin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions, mais je crois l'histoire a joué un grand rôle pour les femmes. Par exemple, quand je pense à ma mère, elle a été Trümmerfrau, c'est-à-dire elle a dû ramasser là, les ruines à Berlin. Oui. Et comme beaucoup de maris sont morts, donc les femmes ont été obligées d'être actives dans la vie active, donc de gagner la vie très tôt déjà. Absolument. Alors, les Trümmerfrauen est un très beau thème parce qu'il illustre parfaitement cette espèce de vénération que les Allemands ont pour le travail des femmes. Alors, il y a une jeune femme qui, il y a 10 ans, a voulu faire une thèse sur les Trümmerfrauen et donc elle est allée dans les documents pour retrouver donc les Trümmerfrauen. Elle a fait son travail de recherche de manière très sérieuse et elle est tombée sur un drôle de phénomène, c'est que les Trümmerfrauen, en fait, étaient à 95% des femmes prisonnières, surtout des Russes. Les femmes qui, en Allemagne, sauf à Berlin, c'est le cas exceptionnel, là où les Allemandes ont réellement participé, mais partout ailleurs, c'est un mythe. C'est un mythe typique de la représentation de la femme en Allemagne, mais qui ne repose sur aucune réalité. La plupart des déblayages sont faits encore avant la fin de la guerre et c'était des commandos de prisonnières russes et polonaises. Et après la guerre, on a très rapidement mis en place des déblayages de ruines avec des moyens mécaniques. Donc, il y a une image totalement surévaluée et mythifiée de la femme allemande ayant ramassé des briques. Moi, j'ai vu des gens nettoyer des briques dans les ruines de Hambourg après la guerre. Effectivement, il y a des femmes qui nettoyaient les briques, mais c'était un travail de récupération, ce n'était pas un travail réellement de déblayage. Et c'était tout à fait marginal. C'était des gens très pauvres qui essayaient de trouver un peu d'argent en nettoyant des briques. Mais sinon, donc c'est un magnifique mythe d'après-guerre, mais le fait qu'on ait construit ce mythe de manière très différente, mais avec la même intensité, autant en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, est révélateur de cette image que les sociétés germaniques ont construit de la femme, die tüchtige Frau, la femme qui travaille. Et je peux juste rajouter, comme Barbara cite sa maman, je cite la mienne, qui a touché effectivement aussi en tant que Trümmerfrau, mais elle était enceinte. Et c'est en tant que femme enceinte qu'elle a contribué donc à la reconstruction de l'Allemagne. Dans les années 50, les femmes allemandes étaient plus de 90% à travailler. Il y avait d'autres femmes également pendant la guerre. Les hommes étaient partis, donc les femmes ont dû se charger de responsabilités comme la gestion de gares, la gestion de plein de choses. Et quand les hommes sont revenus, ils ont dit merci, tu as bien travaillé, tu peux rentrer à la maison. Claude demande la parole, je pense. Oui, je voudrais faire l'observation suivante. Vous avez présenté l'Allemagne et la culture germanique comme si elle était unique. Vous y avez même inclus à un moment quelques femmes autrichiennes. Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas des différences entre l'Autriche, la Bavière, l'Allemagne du Nord et est-ce que
est-ce que ça n'a pas donné lieu aussi à des situations différentes pour les femmes? Oui, non, j'ai présenté deux Autrichiennes, effectivement, mais à l'époque, l'Autriche et l'Allemagne, ce n'est pas différent. Hein. L'empereur, le François Ier, le mari de Marie-Thérèse, est bien roi d'Allemagne et empereur du Saint-Empire. Il n'existe pas encore d'empire autrichien. Hein. Ça, c'est une invention tardive de 1806. Donc, je ne peux pas faire de différence entre Marie-Thérèse et d'autres Allemandes parce que, sous prétexte que l'une serait autrichienne et les autres ne le seraient pas, à l'époque, cette différence n'a pas de sens. C'est une différence moderne. Hein. Qui plaît beaucoup aux Français, mais qui... Voilà. Donc ça, c'est pour répondre sur Marie-Thérèse. C'est une Allemande comme les autres, et toutes les Allemandes sont effectivement, vous avez raison, sont différentes. Il y a des fortes différences. Si vous voulez faire une différence culturelle en Allemagne, pour moi, la principale différence, elle suit à peu près le cours du Main, pour partie aussi du Danube, hein. C'est l'Allemagne du Sud romaine, l'Allemagne occidentale rhénane qui sont romaines, et l'Allemagne saxonne du Nord qui est où le protestantisme a pris beaucoup mieux racine, hein, la contestation de l'Église centralisée, parce que le protestantisme, c'est bien ça, c'est contester la centralisation, rétablir un ordre fédéral, et donc ça collait mieux avec le nord de l'Allemagne, mais qui commence très loin au sud, à peu près à la hauteur au plus loin à la hauteur du Main. Hein. Mais vous le voyez inscrit dans le paysage quand vous traversez du nord de l'Allemagne, que vous traversez par exemple le Rhin au nord de Cologne, vous avez pendant toute la Westphalie, vous avez eu que des villages avec l'habitat dispersé. Vous arrivez de l'autre côté dans la Eifel et dans les premiers massifs au nord de la Belgique, et vous voyez soudain de l'habitat concentré. Ces différences très fortes entre ces différents pays allemands sont par exemple inscrits dans la géographie humaine, hein, et dans les têtes, dans la société. C'est sûr que l'Autriche, la Bavière, surtout le Bade-Württemberg, sont beaucoup plus romains, beaucoup plus méridionaux dans leur façon d'être, dans peut-être aussi leur capacité à s'intégrer dans des sociétés plus étatiques, plus organisées, moins anarchistes, disons. Bien sûr, et l'autre différence, bien sûr, c'est la différence entre les populations soumises par la Prusse, par le pouvoir prussien, qui ont établi une forme d'État à forte emprise, exactement comme on l'a eu en France, hein, un État de soldats, un État de population disciplinée, ce qui n'est absolument pas le cas des Saxons, ou ce qui n'est absolument pas le cas des gens plus proches de la population anglo-saxonne, viking, etc. Donc, on peut dessiner je ne sais combien de cartes culturelles différentes de l'Allemagne. Pour moi, la grosse différence, c'est entre le Sud et le Nord. Et puis peut-être avec l'exception prussienne, mais qui a disparu. Hein. Je dirais que les communistes ont cassé définitivement l'exception prussienne. Puis, si tu permets, Hans, si je voudrais revenir à ce grand personnage qui est Clara Zetkin, parce qu'on voit toujours sa photo derrière toi, oui. À qui on doit bien sûr l'initiative pour cette journée internationale des droits des femmes. Mais je voudrais également rappeler qu'elle s'est battue pour le droit des votes que les Allemands Absolument. ont obtenu en 1919, certes aussi grâce au grand bouleversement que la défaite a entraîné en Allemagne, ça c'est incontestable, mais je pense que c'est vraiment une femme qui s'est battue pour les droits des femmes dans tous les domaines. Absolument. C'est la plus grande héroïne allemande. Hein. Oui. Et à son époque, elle était reconnue comme telle. Elle avait une dimension internationale. Hein. Oui. Bon, son grand malheur quand même, c'est qu'elle était communiste. Ah oui. Et qu'il ne fait pas bon être communiste en Allemagne. Non. Elle a quand même été élue du PC allemand de 1920 à 1933. Oui. Et bien sûr, vous comprenez pourquoi elle est partie en 1933. Pardon ?
on n'a pas osé s'attaquer à elle. Elle avait vraiment une renommée très forte. Absolument. Mais en 1933, donc, elle a dû émigrer et c'est pour ça qu'elle est morte en Russie. Hein. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Profitez de la présence de Hans. Il a certainement beaucoup de choses encore à nous dire. Je me demande d'où vient le cliché de la femme avec des nattes, la femme blonde. Comme vous avez, comme vous avez montré les portraits des femmes héroïnes, il y avait très peu de femmes qui étaient blondes, sans parler des nattes, qui n'avaient pas de nattes. Mais ma première expérience en France était un peu pareille, ou était similaire à ce cliché. J'étais invitée à Perpignan après le bac chez une amie Claudine et j'étais dans un cercle de jeunes et on m'a présenté. Ils ont dit, mais tu ne peux pas être allemand, tu es mince, tu n'es pas blonde et tu n'as pas de natte. Absolument, absolument. Alors, d'où vient ce cliché? C'est les Allemands sont responsables de ce cliché, hein, parce que les nazis, ils ont voulu que tout le monde soit blond, et les nattes étaient forcément le fait de natter les cheveux était une résurgence. Un affichage d'une résurgence de l'âme germanique. Les femmes germaniques nattaient leurs cheveux, comme on le trouve dans beaucoup de populations anciennes, archaïques, hein, comme on le trouve également en Afrique. Hein, la culture capillaire des sociétés d'autrefois était infiniment plus complexe que l'actuelle. Alors les nazis ont bien sûr ressorti tout ce fatras de façon de se natter. Hein. Donc, il y avait des coiffures national-socialistes à nattes différentes, extraordinaires. Donc, les Allemands sont un peu responsables de cette image. Hein. Ensuite, quand on a un ennemi, on essaie de trouver quelques images qui le résument. Et donc, pour les Français, l'allemand est résumé à quelques images du temps où il était vraiment un ennemi. Mais ça reste encore. Hein. Par exemple, je m'étonne toujours que dans le monde entier, d'ailleurs pas seulement en France, on représente toujours les Allemands avec un costume de tyrolien. C'est vraiment une petite minorité à cheval sur les pays germaniques, italiens, autrichiens et bavarois. Ce n'est pas représentatif des Allemands. D'ailleurs, les Allemands ne se représentent jamais eux-mêmes en tyrolien. Ils se représentent toujours sous forme du Michel. Hein, Michel, il a un bonnet sur la tête qui en fait est le bonnet avachi du bonnet républicain phrygien, révolutionnaire. Mais comme il n'est plus révolutionnaire, le bonnet est avachi. Et ce Michel allemand est un bonnet qui se fait piquer l'argent par l'État dans ses poches. Donc les Allemands ont une représentation très dévalorisante d'eux-mêmes. Ils ne se représentent surtout pas non plus en tyrolien parce qu'ils ne se conçoivent pas comme tyroliens. Mais je ne sais pas si le Michel est connu en France. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je fais une conférence sur le Michel. Je peux te dire en tant qu'ancienne prof d'allemand que le Michel, effectivement, c'est un sujet qui donne beaucoup de, qui permet, un dankbares Thema. Oui, on absolument. peut parler de ce Michel et du personnage de Marianne à côté, quoi. Hein, absolument. Dans la caricature franco-allemande, c'est un couple qui permet de beaucoup parler, quoi. Absolument. Et ce Michel allemand, il faut jamais oublier d'où il vient. C'est Saint-Michel. Les Allemands ont longtemps considéré, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. C'est déjà comme ça au Moyen-Âge. Et Saint-Michel est un des protecteurs de l'Allemagne. Et Saint-Michel, c'était le rôle allemand régulateur en Europe. Donc ce bonnet, en fait, c'est le complexé celui qui a un complexe de supériorité. Vous savez, les gens qui ont un complexe d'infériorité, il faut toujours faire attention. Si on les titille un peu trop, ils deviennent fous, paranoïaques et en complexe de supériorité. Eh bien, c'est exactement le Michel, il représente ça. Il est endormi la plupart du temps, gare à son réveil. Parce que là, il devient Michel, le Saint Michel, celui qui terrasse le dragon. Donc, derrière le personnage dévalorisant des Allemands, il y a quand même quelque part un gros complexe de supériorité. Méfions-nous. Je le dis en tant qu'Allemand. Hein. Bon.
Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez poser à Hans ou est-ce que je peux répercuter vos remerciements unanimes à Hans et cette conférence qui nous a rappelé plein de choses essentielles et surtout sur les femmes allemandes. On peut peut-être l'applaudir? Oui, et tu peux rajouter notre admiration à tous. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Hans. Et toutes les autres thématiques de mes exposés sont dans la liste de mes conférences sur le site de la FAFA. Voilà. OK. Donc, Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Danke. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Hans. Et prochain rendez-vous le 23, mardi 23 mars pour une présentation de la FODFG avec Margaret Medorn.